Je suis arrivé dans le squash à l'âge de 15 ans, exactement. Bon, j'y jouais auparavant avec mon père qui jouait au squash à Saint-Etienne assez régulièrement, comme beaucoup de personnes, tous les vendredis avec son meilleur ami. Voilà. Et en fait, moi, j'étais nageur et gymnaste à la base. Donc jusqu'à 14-15 ans, j'ai fait de la gym et de la natation à niveau régional national. Et je jouais au squash une fois, de temps en temps, avec mon papa, comme ça. Et suite à des changements de structure et d'organisation dans la natation et la gym, j'ai complètement changé de voie et je suis passé au squash que je trouvais beaucoup plus ludique. J'arrivais à exprimer mes qualités entre guillemets physiques grâce à la gym et d'endurance grâce à la natation. Et vraiment, puis surtout le côté ludique, quoi. Regarder les carreaux en natation, je ne peux plus. Et puis me faire mal à chaque séance d'entraînement. Mais quand je dis mal, c'est pas des douleurs physiques, c'est des douleurs articulaires, musculaires à cause de la gym. Pareil, j'en peux plus. Donc, le squash était vraiment devenu du plaisir. Donc voilà, 15 ans, l'école de squash de Saint-Etienne, avec Xavier Martino. Et puis, au fur et à mesure, un an, ouais, 16 ans et demi, un an et demi après, j'ai intégré le pôle espoir du Mans. Parce que Alex, il m'avait refusé. Normal, j'étais mauvais. Je suis rentré, on va dire, grâce à Thierry Le Bihan, qui m'a proposé quand même de venir faire des tests physiques et de me voir parce que personne ne me connaissait. Ça faisait un an et demi que je jouais au squash. J'ai vraiment un niveau technique très bas. Mais ils ont vu des grosses qualités physiques, et ils ont vu surtout quelqu'un de très motivé, engagé, prêt à s'investir à 100%. Donc, du coup, je suis parti sur le long pour le soir. Donc, ouais, ça m'a beaucoup apporté. Après, la gym aussi pour les repères dans l'espace. Beaucoup de repères dans l'espace. Je suis jamais perdu sur un cours de squash. Et puis, la natation, c'était toute la filière aérobique, filière physique. Parce que quand vous nagez 2 fois par jour, vous faites 6 km, c'est quand même 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement en moyen. Donc, l'aérobie, elle était là, quoi. La caisse, elle était là. La natation pour le côté et la gym aussi, l'abnégation, travailler, c'est pas des sports ludiques, donc coller des longueurs dans un bassin pendant des heures, ça devient facile de répéter des pareils, des croisés. Déjà, il y a plus de choix, quoi, même dans le solo. Alors que en natation, le choix des 4 nages, ça devient compliqué au bout d'un moment, c'est long. Et puis la gym, pareil, pour cette notion de travail et d'effort, quoi, où vous allez monter pendant des heures sur un agrès et répéter dans une séance 300 fois le même mouvement, ou faire mal 299 fois pour le réussir une fois, quoi. Donc après, quand on vient au squash et qu'on a en plus un partenaire, parce que c'est quand même ça, un partenaire d'entraînement, puis après un adversaire en compétition, mais un adversaire direct. Donc ce côté-là, t'es déjà plus ludique. En natation, c'est surtout le chrono, et en gym, c'est surtout les arbitres. Et à ce côté-là aussi, l'arbitrage en squash, voilà, effectivement, il y a moyen de discuter, des fois on n'est pas d'accord, mais discuter de l'arbitre en gymnastique, c'est complètement aléatoire. Si les gens ne vous aiment pas, vous ne le savez pas, mais ils vous ont mis un carton, et vous ne savez pas pourquoi. Ça se trouve, c'est pas vous qui les aiment pas, c'est pas que le club, c'est que votre entraîneur. C'était très très aléatoire la gym. Dans l'enseignement du squash, en fait, quand je suis parti au pôle espoir du Mans, je suis rentré en terminale, j'ai passé mon bac. Après, je suis rentré en STAPS sur le Mans. Et puis en STAPS sur le Mans, il fallait à un moment donné, mes parents me payaient tout, mais je voulais les aider, donc j'ai passé mes diplômes de formateur en fait de squash au Mans pour du coup essayer de donner des cours un peu à droite et à gauche pour pouvoir participer et payer aussi mes années sportives et scolaires, soutenir mes parents, quoi, et devenir un peu plus autonome dans ma pratique au fur et à mesure du temps. Donc c'est comme ça que je suis venu encadrer. Après, j'avais un BAFA, j'avais un BNSSA, je travaillais les techniques sur le software touriste. Donc j'ai toujours été un peu dans le milieu de l'encadrement, de l'enseignement, puis même aussi le vécu, le passif. J'ai toujours été dans des centres de vacances, des colonies de vacances, des trucs où j'ai toujours été baigné là-dedans, quoi, dans des temps d'échange, de partage, voilà, de rencontres en groupe. Bah ouais, ça aide. Enfin, l'éducateur BAFA, c'est complètement différent. C'est une animation de groupe. Donc, ça a aidé sur l'approche collective, sur les séances collectives de squash, l'animation d'école de squash. Ça m'a beaucoup apporté. Après, tout ce qui est sauveteur touriste, bon, voilà, ça m'a pas apporté grand-chose, sauf peut-être la rigueur, tout ce qui est sécurité. Parce que quand vous êtes responsable d'une piscine ou d'une plage, vous êtes responsable des gens qui s'y baignent. S'il y a un problème, c'est pour votre poids.
Donc, il faut être hyper vigilant. Donc, ouais, ça m'a beaucoup apporté. De toute façon, je pense qu'on tire profit de chaque expérience. Hein. Alors, c'est un long chemin, en fait. Donc, j'ai commencé à encadrer des cours de squash sur le Mans. Après, j'ai fait des stages sur la région de la Loire, encadrer les jeunes sur des vacances avec les Martiniaux. Ensuite, je suis revenu sur Saint-Etienne après mon stage. C'est là j'ai été responsable du comité départemental de la Loire. Donc, je travaillais sur tous les clubs de la Loire. J'encadrais toutes les écoles de squash en alternant tous les mercredis et une autre fois dans la semaine, le samedi, les différents clubs de la Loire. Ensuite, je suis rentré sur l'encadrement des potentiels avec Cédric Lato sur la Ligue Rhône-Alpes. Voilà. De ça, je suis parti travailler 2 ans aux Antilles comme responsable Antilles de la Ligue Antilles, enfin Ligue Martinique à l'époque, de squash où je m'occupais et j'avais que des jeunes, quoi. C'était développé le squash chez les jeunes. Donc là, c'était super intéressant parce que je suis arrivé, il n'y avait rien du tout quasiment. On a tout structuré en 2 ans. On va dire qu'on a réussi à avoir des jeunes qui étaient au podium de France en 2 ans. C'est complètement différent. Là-bas, les gamins à 5 heures, ils ont que le squash à faire, il fait nuit. Donc, dès qu'il fait nuit, ils viennent sur du sport. Quoi. Donc, c'est super intéressant. Et puis, le club était complètement dévoué. L'association laissait les terrains pour les gamins en priorité. Donc, on s'est régalé. Ensuite, je suis revenu sur Saint-Etienne, où j'ai rebossé un peu sur le club de Saint-Étienne, sur la Ligue Rhône-Alpes. Et puis après, je suis passé mes concours prof de sport, que j'ai échoué 2 fois, réussi la 3e fois. La 2e fois, j'ai appelé le DTN, Bertrand Bonnefoy à l'époque, et qui m'a proposé un CDD dans Paris, tout en faisant mes études à côté à l'INSEP, c'est le professeur de sport. Et en même temps, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'entraîner, prendre la responsabilité du pôle sport de Créteil, à l'époque qui était avec Philippe Signoret, qui était en charge de ce pôle sport, et qui aussi venait de développer, en train de développer le pôle France féminin. Voilà, puis après, le pôle sport de Châtenay-Malabry, puis maintenant le sport aussi. Et l'équipe de France. Ouais, c'est plus le contexte, en fait. Il y avait Fred ici, qui était responsable de l'équipe de France junior, avec Philippe Signoret, qui se partageait garçons et filles. Il y avait André Delos qui était sur les seniors garçons. Philippe est passé sur l'équipe de France senior filles. Donc du coup, Fred se retrouvait à gérer garçons et filles. Et du coup, il m'a intégré sur l'encadrement d'abord sur les tournois européens. Et ensuite sur la prise en charge du pôle et des équipes de France junior filles d'abord. Le squash pour moi, c'est un sport duel. Okay. Vraiment un sport duel où on est face à un adversaire. Un sport duel qui nous demande vraiment, comment dire, qui est assez spécifique dans le sens où il faut défendre et attaquer le même espace de jeu. C'est un des seuls sports de raquette où on est ça. Après, on peut dire qu'on peut se rapprocher de la basse ou d'autres choses. C'est vraiment le seul sport de raquette où il y a ces dimensions. Même maintenant, il y a de nouveaux sports. On a le racquetball, le paddle qui vient de sortir. C'est toujours médié par un filet. Là, on est sur le même espace. Donc, c'est vraiment unique. C'est vraiment ce qui fait la spécificité du squash dans le rapport à l'adversaire, en fait. Et aussi, du coup, dans tout ce qui est derrière, la dimension stratégique et la dimension cognitive de la discipline, quoi. C'est vraiment, je pense, une des spécificités du squash. Quand j'enseigne, quand j'encadre, j'essaye pas donner des bases d'exercice, voilà, vous faites jeudi et puis voilà. Non, quand j'enseigne, j'essaye vraiment d'amener le sportif à la compréhension de sa pratique. Pour moi, c'est essentiel dans le squash. Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu fais tel choix, pourquoi tu fais tel coup, pourquoi tu fais cette séance physique à ce moment-là, pourquoi tu choisis tel ou tel objectif, pourquoi on oriente le travail par-ci et par-là, c'est aller droit dans le mur, quoi. Parce qu'on a déjà eu une discipline, justement, il y a toutes ces dimensions de compréhension dans l'instant T de l'autre qui est autour de nous, qui bouge autour de nous, la compréhension aussi des décisions, par exemple, d'arbitre, la compréhension qu'il faut avoir pendant, entre les jeux et après les matchs. Donc, c'est vraiment un sport d'analyse permanent, en fait. Donc, c'est l'axe majeur du squash, quoi. C'est l'analyse permanente. Ouais, bien sûr, il faut des grosses qualités physiques, il faut des qualités techniques. Mais celui qui a des qualités physiques et techniques, mais qui est incapable d'analyser et d'être du coup aussi complètement disponible mentalement pour analyser, il sera mauvais, quoi. Il sera toujours mauvais.
Donc, c'est vraiment pour moi l'essentiel. Et du coup, dans mon apprentissage, dans ma façon de travailler, c'est pareil, quoi. Essayer de rendre les gens autonomes et acteurs de leur pratique, quoi. Vraiment acteurs de leur démarche. C'est vrai qu'on souvent on dit ouais, squash, c'est un sport physique, machin, mais combien de fois on a vu des gros battre super fit parce que le gros il avait l'œil, ça veut dire la trajectoire de balle, il bougeait 10 fois moins, il savait se placer correctement, il était capable d'analyser l'action de l'autre pour avoir la juste action en lui. Et ça fait aussi toute la différence, quoi. Après, c'est vrai que très haut niveau, celui qui n'a pas de qualité physique, il n'y arrivera pas. Parce que de fait, c'est la durée des échanges. De fait, tous les meilleurs, ils ont cet œil-là, celui-là. Donc forcément, il y a la qualité physique qui entre en compte. Mais c'est pas pour moi un incontournable, la définition physique. Ça le devient. Ça le devient. Donc, c'est entre guillemets, je sens un jeune potentiel pour voir si ce jeune est capable de travailler et de s'engager physiquement dans une démarche. Mais s'il n'est pas forcément très bon physiquement à 9-10 ans, c'est pas très grave, quoi. Les qualités physiques, ça se développe. Il y en a qui sont innés, mais on peut quand même, c'est ce qu'il y a de plus facile à développer. Donc, un mental d'acier, une combativité d'acier, un œil. L'œil, quand vous avez un joueur qui lit moins vite la balle que les autres, hein, on va passer beaucoup plus de temps, quoi, à faire travailler la prise d'information. Et je pense que c'est aussi, moi, une des qualités que j'ai pensé, entre guillemets, avec mon expérience, par exemple, de la gymnastique, l'œil pour la prise d'information, ça, on repérer dans l'espace, tout ça, où tous les jeunes qui viennent de multidisciplines, moi, je suis vraiment pas pour le fait qu'un gamin, jusqu'à 15 ans, il fasse que du squash. Moi, je suis que pour que jusqu'à 14-15 ans, il soit sur plusieurs disciplines. Et à 15 ans, on fait le choix de s'engager vraiment dans la pratique. Mais si le gamin à côté, il peut faire du foot, du basket, un sport co, où il y a d'autres trajectoires, d'autres mouvements, je pense que c'est que un avantage et pas du tout un désavantage. C'est moi. Non, je rigole. Non, un bon entraîneur, c'est celui qui est capable de prendre en compte la personne qui est en face de lui, qui n'arrive pas avec sa séance de prévu, programmée et qui ne tient pas compte de l'autre. Et ça, c'est l'entraîneur qui va droit dans le mur. C'est l'entraîneur qui se fixe une démarche figée et restrictive. Un bon entraîneur, il a une idée de l'évolution de son athlète, il doit l'échanger le plus possible avec lui pour aller dans le même sens, que le travail se fasse dans la même direction, et il doit tenir compte de chaque personnalité, de chaque individu. Alors, on parle souvent d'individualisation dans les séances. Pour moi, l'individualisation, c'est pas dans le contenu de la séance, c'est l'individualisation est dans l'approche que j'ai avec mon athlète. Donc, sur une même séance, sur un même travail, je ne peux pas avoir la même approche avec Quentin, qu'avec Toufik, qu'avec Fanny, qu'avec Nino. Pourtant, ils vont faire la même séance avec le même contenu. Mais mon approche, elle est différente. Elle est individualisée. Je m'adresse à Quentin d'une telle manière. Je m'adresse à Toufik d'une autre manière. Je m'adresse à... Elle est là d'avoir la première individualisation. Mais déjà, quand vous faites ça, ça montre que l'entraîneur, le bon entraîneur, il s'attache à l'individu. Et tu crées un climat de confiance, un climat de travail beaucoup plus serein, quoi, que de faire une séance ok, on va individualiser, bah, toi tu peux faire plus attention à ton déplacement, toi tu vas faire plus attention à ton bras, ouais ça aussi on le fait, mais d'individualiser en tenant compte dans la même séance comment travailler avec chacun dans la relation humaine, là c'est encore, tu vas encore plus vite, je pense. Et l'athlète de haut niveau, c'est quoi qu'il attend, c'est qu'on s'occupe de lui, on s'attache surtout à lui, à sa personne, à comment il est, quoi, dans sa spécificité, dans sa personnalité propre, et pas comme chez les athlètes, c'est lui-même, non, c'est jamais lui-même, quoi. Chacun est différent, chacun a sa vision de l'action, de son entraînement, voilà. Après, à nous, justement, en prenant en compte chacun, de les amener vers ce qu'on désire, ce qu'on perçoit pour eux, mais il faut qu'eux aussi qu'ils en soient conscients, qu'ils soient d'accord. Donc c'est pour ça, si tu individualises pas, tu ne rends pas compte de l'un, tu ne peux pas amener chacun vers ses objectifs. Chacun n'a pas le même maximum des dominantes. Je ne peux pas demander à Quentin d'aller aussi loin physiquement, peut-être que je peux demander, je sais pas, je vais dire à Toufik, sur tel ou tel gamme. Par contre, je ne peux pas demander à Toufik d'être autant concentré que Quentin sur une séance individuelle. Ce ne sont pas les mêmes vécus, ce ne sont pas les mêmes capacités, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un qui est travailleur, il y en a un qui est plus dans le jeu, qui est plus jeune, qui est moins mûr.
Ah, donc tu es obligé d'individualiser la séance et de tenir compte de ça. Et si tu tiens pas compte de ça, que les deux mecs qui s'entraînent ensemble, tu vas forcément pourrir un à un moment ou à un autre. Et sur un autre, alors pas du tout, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Tu dois en tenir compte et tu dois amener chacun à donner le meilleur à chaque fois. C'est une sacrée gymnastique mentale. Ouais, mais l'entraînement, c'est ça. Pour moi, le bon entraîneur, c'est celui qui est capable de faire ça. J'ai beaucoup aussi appris en lisant. Hein, j'ai beaucoup aimé le livre de Claude Onesta sur sa carrière en fait d'entraîneur, sur comment il a donné la main aux gens en fait dans la prise de conscience de leur réussite. Il s'est dit, je gère un groupe, mais je peux pas gérer tout le groupe. Donc je dois rendre chacun acteur du groupe, quoi. Et demander à chacun de donner le meilleur de lui-même, dans son maximum, dans ses potentialités, dans ses compétences. Et moi, je suis là pour chapeauter, quoi. En fait, comme il disait, quand il intervenait au coaching dans les temps morts, ça, moi, je dis rien. C'est le capitaine d'équipe qui parlait, ou le leader du groupe qui parlait, et qui donnait des consignes, et chacun venait amener sa spécificité, ses compétences dans son domaine. Moi, je solidifiais le groupe en leur rappelant l'objectif commun. Et c'était mon seul rôle. Parce que je pense de toute manière, si on veut donner l'envie à un gamin d'aller loin, ça va passer par tous les entraîneurs. Et cette envie, elle va donner par votre engagement au quotidien et vos actions envers lui, envers l'enfant. C'est un peu le regret que j'ai, moi, je pense que je suis pas au milieu de vous, hein, mais dans nos générations, on avait des entraîneurs qui étaient capables de donner du temps, entre guillemets, bénévolement, pour aller encadrer, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Et du coup, ils nous montraient qu'ils étaient intéressés par nous. Et qu'on les intéressait, mais on ne parlait pas de projet, on parlait pas de... Mais rien que ça, déjà, ils nous donnaient envie d'aller plus loin, de s'investir, de rendre. Toujours, je trouve que les nouveaux entraîneurs, alors c'est vrai que les gens en 2009, hein, mais il n'y en a plus beaucoup qui donnent du temps bénévolement, des heures en plus dans l'encadrement pour des pépites. Voilà, moi, j'ai un gamin qui est bon, je me dis, peut-être que je vais prendre une fois, deux fois, trois fois de plus dans la semaine. Allez, 40 minutes, c'est quoi 40 minutes? Mais je vais perdre des sous si je prends trois fois 40 minutes dans la semaine en plus. Le gamin, il est bon, quoi. Le gamin, il est bon. Si je lui donne pas envie maintenant, si je le motive pas en étant présent auprès de lui, parce que très souvent, il y a ça aussi qui a changé, il y a la présence des parents. Avant, les parents étaient très, très présents. Maintenant, les parents sont très présents pour le résultat. Très présents pour faire le reste. Ils sont un peu moins. Donc, c'est à nous de donner l'envie. Ça nous donne envie en montrant qu'on s'intéresse à eux. C'est ce que je disais. Alors, c'est dans un collectif, l'individualisation, il faut donner envie à chacun, montrer que tu t'intéresses à chacun. Quand tu as un bon, tu dois lui montrer qu'il t'intéresse. Alors, les objectifs, généralement, je fais ça en début de saison. Et après, je travaille sur, comment dire, je travaille pas sur du objectif annuel. J'aime bien travailler sur 3-4 ans, minimum. Donc, je demande très, très tôt à mes athlètes d'être capables de se projeter sur 3-4 ans. Pour vraiment avoir les réelles performances dans 3-4 ans. Parce que le haut niveau, c'est surtout dans les jeunes âges, c'est des espoirs. Oui, tu peux être performant tout de suite, mais l'idée, c'est d'être performant demain et d'être un des meilleurs seniors. Enfin, moi, je les entraîne pour ça. Moi, mon objectif, mon idée, c'est de les faire continuer une fois qu'ils sont des juniors. C'est pas qu'ils se retrouvent là, oui, c'est pas qu'ils ont été des bons juniors et finalement ils sont pas. Non, ils ont été des très bons juniors, des très bons jeunes et maintenant ils sont des très bons seniors, ils font partie des gros seniors. Donc ils sont obligés d'avoir une projection sur du long terme. Donc ils sont obligés d'avoir une vision de ce qu'est le senior aussi. Déjà, on fonctionne comme ça et après, souvent, on fait une image à l'instant T de ce qu'ils sont à l'instant T. Eux, ils travaillent sur comment atteindre leurs rêves. Et ils essayent de se fixer des objectifs, eux, de leur côté, ils le font seuls. Et après, ensemble, on voit si ceux-ci sont réels ou pas, si concrètement c'est possible de le faire, si c'est pas possible de le faire. Parce que des fois, t'as des gamins qui mettent qu'au bout de 4 ans, ils veulent être champion du monde. Donc, bon, faut leur montrer les pieds sur terre. Mais déjà, ça, c'est prendre conscience que c'est un long chemin, quoi. Le niveau, c'est un long chemin.
Alors des fois, après, ils peuvent se rendre compte que finalement, des mis objectifs sur 2 ans, ils ont déjà atteint au bout d'un an. Donc là, voilà, c'est pour ça. Déjà, tous les ans, il y a un début, une fin de saison. Et après, il y a des entretiens individualisés, mi-saison, pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Voilà, parce qu'après, l'entraînement au quotidien, c'est quoi? C'est oui, de travailler pour atteindre des objectifs, mais c'est surtout de la remédiation permanente, quoi. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des études aussi, parce qu'il n'y a pas la progression attendue, parce qu'il y a une progression plus rapide que celle prévue, parce que donc t'es tout le temps en train d'être dans la remédiation, et un objectif, oui, il doit être. C'est pour ça qu'il est intéressant de le mettre sur du très long terme. Parce que si tu le mets sur un an, en fait, sur le court terme, si tu l'atteins avant, ben, comment tu finis ta saison? Si tu l'atteins pas, tu es dans l'échec tout de suite. Donc comment tu gères l'échec? Voilà, et après, il y a les objectifs de performance, donc c'est quel niveau de jeu, quel classement, quels résultats internationaux, mais moi aussi je travaille sur les objectifs de maîtrise. C'est-à-dire qu'est-ce que je compte maîtriser en fin d'année que je ne maîtrise pas à l'instant T. Que ce soit dans toutes les dominantes, quoi, physique, technique, mental, tactique. Voilà. Et ça, c'est des objectifs de maîtrise. En fait, ceux-ci ils permettent de maintenir la confiance en soi ou la construction de la confiance en soi, en fait. Parce que si tu es fixé sur plus souvent des objectifs de maîtrise, ben plus souvent tu vas t'apercevoir que tu es capable de faire plus de parallèles qu'avant, d'atteindre la cible plus souvent, voilà, ce genre de choses. Alors que si c'est que sur la performance, ben là, tu devais réussir, hein, tu as échoué. Donc tu as peut-être échoué, l'autre il a peut-être progressé aussi, il a travaillé, c'est que tu as joué en finale. Et puis, mais finalement, dans le contenu, si on regarde la vidéo, par rapport à il y a 3 mois, c'est plus de le même joueur. La maîtrise, elle est autre. Donc, si je me cale que sur la performance, je suis dans l'échec. Si je me cale sur la maîtrise, ben, je suis dans la réussite. Et l'évolution, donc tu maintiens la motivation. Ben, moi, pour moi, je pense que la préparation physique est incontournable dès le plus jeune âge. Hein. On l'a vu, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se retiennent à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas les livres. Je pense qu'il faut faire la prépa physique dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, c'est tout ce qui est travail de coordination, endurance. Il faut y aller là-dedans. Après, moi, je la conçois, je travaille ici avec un préparateur physique du Krebs, qui lui travaille plus sur toute la partie non spécifique. Donc, qui va être sur le renfort musculaire global, sur le travail pliométrique en cours, qui va être sur la force explosive, ce genre de choses, mais hors cours. Et moi, je fais tout le travail après du travail hors cours sur le cours. Ouais. Mais il y a toujours une phase d'apprentissage hors cours pour développer les qualités pures. Et ensuite, on essaie de la transférer sur le cours pour y mettre tout de suite la spécificité de la discipline. Plus tu es jeune, plus tu fais du dissocié. Pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme faire de la pluriactivité, quoi. Voilà, quand tu es jeune, faut faire du jeu, faut jouer, voilà, ils vont développer des qualités naturelles sur le cours, il faut faire d'autres activités, veiller du dissocié à côté pour justement être dans la prévention et pas les blessures. Parce que si tu vas trop tôt à faire du travail physique permanent sur le cours, ben, tu vas travailler des groupes musculaires que sous une forme qui est la forme spécifique et au bout d'un moment, il y a l'usure. Et l'usure, elle arrive de plus en plus tôt. C'est un peu ce qu'on voit très souvent, on parle des Égyptiens. Un ramé à jour, tout ça, c'est une méthode pour eux, ils sont blessés très tôt. Parce qu'ils sont vraiment spécifiques. Depuis le plus jeune âge, ils font que ça, ils font que des cours. Alors ouais, ils vont peut-être plus vite que nous, plus jeunes. Mais derrière, ce qui dure plus longtemps, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. On verra plus tard. Il faudrait faire des ratios, des pourcentages calculés, un peu comme voir mieux comment eux ils travaillent aussi. Mais pour moi, après, plus tu te rapproches du senior, plus tu peux l'intégrer. Voilà. Et après, quand tu es enseignant, voilà, tu as des temps de travail dissociés, et après des temps de travail dissociés et intégrés. Les critères chez les jeunes, objectivement, moi ce que je regarde, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la coordination. Un gamin qui est coordonné, un gamin qui bouge bien sur le cours, qui a toujours des repères d'espace, qui font une permanence en contact avec l'autre, qui arrive à se mouvoir facilement sur un terrain. Un gamin qui aussi, quand tu lui expliques un truc, est capable de faire des gestes techniques en 2 temps 3 mouvements. C'est une capacité d'écoute, une capacité de coordination aussi, d'apprentissage. Voilà, ça c'est des critères objectifs. Après objectif aussi, c'est la combativité. Hein. Un fighter, quoi. Un gamin qui ne fight pas, qui combat pas, qui baisse vite les bras,
Ça a tendance à pas me plaire du tout, parce que ça va être très dur à développer. Voilà. Après, tu peux avoir des gens qui combattent et qui ont, entre guillemets, des mauvaises attitudes, c'est-à-dire qui combattent, il y a des pleurs et des machins, mais tu sens qu'il y a une rage, tu sens qu'il y a une envie, quoi. Une envie de réussir, et ça, c'est une envie de faire les choses. Il y en a qui tombent tout de suite dans l'inhibition, qui défluent, qui balancent, mais ça, non, ça c'est pas bon. Et puis, quand tu as un gamin qui est très jeune et qui est capable, même s'il prend une branlée, d'aller quand même pour la secours, essayer d'avoir toutes les balles, là, tu dis, ok, ça c'est intéressant. Et après, il y a tous ceux qui sont capables de passer des heures tout seuls sur un cours. Des fois, les gamins, ils sont nuls, techniquement, mais ils sont sur un cours pendant des heures. Ils tapent la balle, ils tapent la balle, ils tapent la balle, puis tiens, lui, ça ne le gêne pas, même s'il n'y arrive pas, des fois. Moi, tu vois, une heure, il essaie de faire des pareils, il n'y arrive pas, mais le reste, on est dans son cours. Tiens, mais moi, il essaye, il ne fait pas de passer du temps. Donc, parce que le haut niveau, c'est du travail. Donc, je vais plus aller m'orienter sur les travailleurs, les coordonnés, que les doués. Les doués vont m'intéresser, mais les doués qui ne travaillent pas, ça va être compliqué. Ça va être vite limitant. Mais après, c'est tout le travail d'approche mentale aussi. Et là où je pense que pour l'instant, on se limite parce que les doués, on les laisse vivre sur leurs dons et puis on les encadre pas assez sur ce qui les attend plus tard. On les prévient pas assez tôt de ce que c'est que le très haut niveau. Le très haut niveau, ouais, les mecs sont tous doués. Mais c'est tout des travailleurs acharnés. Et ça, je pense que justement, c'est dans la préparation mentale qu'il faut aller. Il faut leur expliquer très tôt. Mais je pense que, comme tout, la prise de conscience, elle passe par l'œil. Elle passe par l'œil. Et ce qui serait super intéressant, c'est quand un gamin qui est doué, qui est machin, c'est d'amener voir ce que font les meilleurs. Donc, les 3-4 jours, vivre pour voir des entraînements, quoi. Moi, je parle quand j'étais en gym, je faisais de la gym à très haut niveau jeune. On avait le pôle France de gymnastique féminin sur Saint-Étienne. Je voyais des séances des filles. Je comprenais jusqu'à loin d'être à très haut niveau, quoi. Je comprenais. Parce que je voyais ce qui était demandé à très haut niveau. Je disais, wow, je suis bon, mais non, mon poteau, est-ce que je suis prêt à me ramasser des 1000 abdos là qu'elles sont en train de faire sur les barres? Je crois pas. Et je pense que l'œil, de toute façon, l'œil livre la chose, et que ça, à cet âge-là. Livre les choses, leur expliquer, comme tu as dit. Dans une oreille, ça ressort par l'autre, avant d'avoir un gamin vachement mûr. C'est pour ça que les filles souvent comprennent qu'il faut travailler plus tôt. Et elles se mettent à bosser un peu plus tôt, elles sont plus sérieuses un peu plus tôt que les garçons. Mais de toute façon, je pense que s'ils ne le vivent pas au quotidien, s'ils vont pas voir ce que c'est que Greg Gauthier en entraînement, ce que c'est que Camille Sarr en entraînement, les Castagnets, ils ont du mal à se projeter. Et à cet âge-là, ça ne leur fera pas peur, entre guillemets, d'aller le voir. Au contraire, ça peut les faire rêver. Ils font ça, ils vont faire ça. Alors que quand tu les amènes voir, quand ils arrivent là, pour certains à 16-17 ans, tu vois ce que font les autres, qu'eux sont déjà investis dans des démarches de haut niveau, ils se disent, putain, je me loin, quoi. Là, ça peut leur faire peur. Alors qu'à 11-12 ans, ça leur ferait sûrement pas peur. Ouais, je pense qu'ils prennent le contact avec le très haut niveau trop tard. Alors, ils ont le contact avec le très haut niveau, on les voyant jouer, mais je parle de contact de très haut niveau dans l'entraînement. Beaucoup trop tard. Je pense que ça, c'est un frein aussi. Le plus tôt possible, être capable de les faire, alors, au début, c'est avec toi, mais de les faire rédiger un projet avec des objectifs. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire à un enfant quel projet as-tu, mais quand on est un enfant, on a tous des rêves, quoi. Puis, comme on l'a dit hier en fondamental, chacun peut croire en ses rêves et être capable de les atteindre. Après, il faut juste se donner les moyens. Donc, justement, c'est les amener à prendre conscience, à discuter et à voir quels moyens ils peuvent mettre en place à leur âge pour aller vers leurs rêves. Et puis, hop, t'as grandi, maintenant, quels moyens tu as en plus de ceux que tu avais déjà. Et donc, quels nouveaux moyens tu as, et j'oublie les anciens. Hein. Au bout du compte, si tu regardes le haut niveau, c'est quoi? C'est une accumulation de moyens pour atteindre un objectif unique, mon rêve. Quoi. Mais si tu prends des moyens et tu enlèves ceux d'avant, et tu remets des nouveaux, ça sert à rien. Il faut garder tous les moyens dans la plus grande base de moyens pour réussir à atteindre ses rêves. Donc c'est ça surtout. Je pense qu'il faut
Ma construction, elle se fait comme ça, elle se fait avec eux. Elle se fait avec eux et elle se fait aussi avec eux dans le sens où valider et pas imposer en fait moi mes objectifs et mes temps de progression. Même si moi je pense qu'un gamin il peut être meilleur plus tôt, si lui c'est pas dans ses objectifs, moi je le respecte à l'instant T. Et c'est le travail au quotidien que je vais faire avec lui qui va l'amener à prendre conscience que finalement peut-être qu'on revoit notre parcours, notre projet, parce qu'il y arrivera plus tôt, parce qu'il y arrivera plus tard. Mais c'est un travail quotidien. Je pense, encore une fois, qu'il est plus facile de l'établir avec des enfants qui sont très jeunes, vers 11, 12 ans, 13 ans, parce qu'ils ont des rêves. Donc, c'est essayer de les aider à atteindre leurs rêves. C'est ça qu'il faut leur expliquer, qu'on est là pour les aider à atteindre leurs rêves. On n'est pas là pour vivre leurs rêves, mais c'est eux qui doivent les aider. Donc, c'est à eux de mettre les choses en place que de commencer de le faire quand ils ont 16, 17 ans. Ou même plus tard. Je suis quelques athlètes sur le travail d'objectif. Ils sont des seniors. Quoi. Et ils sont seulement en train de commencer à construire un projet sportif, un projet d'objectif. Et moi, ça me fait halluciner. Quoi. Qu'ils prennent conscience de ça aussi tard. Ils ont ces garçons-là, ils ont 22, 23, 24 ans. Quoi. Pour certains, c'est déjà 4-5 ans qu'ils sont sur le circuit pro, voire plus. Donc tu te dis comment aller tous les jours t'entraîner, comment aller tous les jours en compétition aux 4 coins du monde sans avoir construit un projet sportif et un projet avec des objectifs. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Alors c'est pas parce que tu construis le chemin qu'il faut le suivre. Hein. C'est ça aussi qu'il faut leur expliquer. C'est qu'on est là à l'instant T, c'est de construire un chemin, mais ça se trouve la route elle va être pleine de virages, de zigzags, et puis peut-être que des fois on va se tromper de chemin et on va revenir en arrière. Et c'est ça, quoi. C'est comme tout. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Au niveau, c'est pareil. C'est pas que j'en ai rien à faire. C'est pas le mot. Hein. Comme je dis chaque fois, il faut prendre le contexte du pays à chaque fois, le contexte social de chaque nation. L'Égypte reste l'Égypte. On ne fera pas de l'Égypte en France. C'est pas possible. On en a marre. L'Égypte domine, ok. Qu'est-ce qu'ils font pour dominer? Comment ils s'entraînent? Ça, c'est intéressant. On a peut-être des choses à prendre de chez eux. Mais je pense que la France est sur la scène, sur le haut de la scène internationale depuis longtemps maintenant. On a, par rapport aux Égyptiens, peut-être 10 fois moins de pratiquants jeunes, voire 100 fois moins. On y arrive quand même. Donc moi, je dirais plutôt aux Égyptiens, qu'est-ce que vous avez à apprendre de nous, quoi. Parce que nous, avec pas beaucoup, on y arrive. Vous, avec beaucoup, vous y arrivez. Peut-être mieux. Mais alors, combien vous en cassez? Combien vous en laissez sur le carreau? Hein? C'est pas la même vision du travail, c'est pas la même approche. C'est différent. Alors, ouais, il y a une suprématie, ouais, à l'instant T. Une photo, là, ça fait quoi maintenant? Peut-être 10 ans. Alors, on verra dans 20, 30 ans si les Égyptiens sont encore là. Si dans 20, 30 ans, ils sont encore là, ouais, peut-être qu'effectivement, il y aura une suprématie. Mais comme je te disais tout à l'heure, quand tu as 150 jeunes qui jouent dans un même club de squash, en Égypte, tous les jours, ils sont en confrontation, qu'ils ont des cours disponibles rien que pour eux, pas H24, mais presque. Forcément, qu'à un moment donné, le niveau, l'émulation, elle est là, et le niveau, il monte. Que eux, contrairement à nous, ils s'entraînent souvent dans les mêmes structures que les meilleurs. Eux, les petits, ils voient. Après nous, on ne le voit pas. Et je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. C'est qu'ils voient les meilleurs, ou en tout cas, ils ont aussi ce transfert de connaissances par les anciens meilleurs qui viennent les encadrer, qui donnent du temps. Alors, ils donnent du temps contre de l'argent, hein, parce que ceux qui au squash, c'est les petits qui ont des sous, des familles un peu riches. Mais voilà, mais je pense que nous, si déjà on donne l'œil à nos plus jeunes, de vivre le quotidien du haut niveau, ça peut sûrement peut-être en emmener plus vers le haut niveau.